Très souvent, quand on parle château hanté, on pense à la France avec nos très nombreux châteaux. Ou alors à l'Écosse, qui regorge d'histoires paranormales. Voire même à l'Europe de l'Est, avec la Transylvanie notamment. Mais nos voisins italiens ne sont pas en reste à ce sujet. Et au détour d'un voyage dans la belle région d'Émilie-Romagne, vous pourriez faire une rencontre que vous ne seriez pas prêt d'oublier. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cette histoire qui a été écrite et mixée par Sébastien Girard. Avant de commencer, un grand merci à celles et ceux qui nous soutiennent sur Patreon. Pour 3 € par mois, vous nous aidez à produire ces épisodes. On vous le rappelle, ce podcast est totalement gratuit, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail pour l'écriture, l'enregistrement, le mixage son. Donc on a besoin de vous et de vos soutiens financiers notamment. Si d'ailleurs vous êtes curieux de savoir comment se passe la création d'un épisode, dites-le nous en commentaire, on pourra réfléchir à vous faire un épisode supplémentaire, audio ou vidéo, dans lequel on vous expliquerait comment fonctionne la création d'un épisode de La Petite Histoire, un épisode, on va dire, insider. Allez, en attendant, on prend la direction de l'Italie et la région de l'Émilie-Romagne. La vraie question n'est pas qui je suis, mais plutôt où je suis. L'Émilie-Romagne est donc l'une des 20 régions qui composent l'Italie. Cette région du nord du pays est d'ailleurs considérée comme l'une des plus riches d'Europe. Là-bas vivent plus de 4 millions de personnes autour de sa capitale, Bologne, mais aussi autour d'autres grandes villes comme Modène ou Parme. Alors si on zoome un petit peu sur cette région, vers l'est, on y trouve la province de Rimini, dont la ville de bord de mer du même nom en est la capitale. Dans cette province, si on s'enfonce un petit peu dans les terres, eh bien on commence à trouver un paysage avec un peu de relief, avec des vignes également, avec une campagne. Et par endroits, on voit des villages perchés. On va s'arrêter tout de suite du côté de Torriana, à environ 30 minutes à l'ouest de Rimini. Torriana est un petit village qui compte un peu plus de 1500 habitants et qui, sur ses hauteurs, a un château. Un château qui appartient au hameau de Montebello di Torriana, qui est, vous l'aurez compris, rattaché au village de Torriana. Les origines de Montebello remontent à, très loin. Il semblerait que les origines de la région ne soient pas romaines, mais pré-romaines. En effet, des Celtes auraient vécu au pied de la falaise, et un temple celtique aurait même existé pendant un temps. Montebello est un lieu stratégique puisqu'il domine la région de la vallée du Marecchia. C'est pour ça qu'au IIIe siècle, l'Empire romain y installe une tour carrée pour surveiller la route principale reliant la Toscane au Montefeltro, qui autrefois était une région italienne. Le lieu va évoluer au Moyen-Âge, devenant un château. Château qui va prendre le nom de Mons Belli, qui signifie « mont de la guerre ». En effet, l'endroit était très stratégique, avec de nombreux seigneurs qui rêvaient de s'en emparer pour régner sur la région et sur notamment cette route si importante. Les premières mentions officielles du château remontent quant à elles au 24 septembre 1186 dans un document notarial. Parce que oui, il n'y a pas que par les armes qu'un château change de propriétaire, et à ce moment-là, c'est la famille Maltalone qui cède la forteresse à Giovanni Malatesta. Giovanni est connu pour avoir tué sa femme, ainsi que son petit frère, tous deux soupçonnés d'avoir une liaison ensemble. Bon, le temps a passé, et nous sommes au XIVe siècle. À ce moment-là, le seigneur Ugolino Malatesta et sa femme ont une fille. Cette fille, elle se prénomme Gwendalina. Bon, malheureusement, à sa naissance, le couple se rend compte que la petite a un problème. Oui, elle est albinos. Alors, pour l'époque, et d'après la religion, un enfant albinos, c'est pas bon, c'est très mauvais même. Avoir un enfant albinos, c'est signe de grand malheur pour toute la famille. Et c'est aussi signe de présence du diable au sein du château. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les parents ne vont pas faire tuer leur fille. Et ils vont même faire tout ce qu'ils peuvent pour la protéger et éviter qu'elle se retrouve brûlée au bûcher en place publique par une foule en colère et inquiète contre les sorcières. L'une des caractéristiques de l'albinisme vient de la teinte des cheveux. Les cheveux qui sont blancs. Alors, la mère de Gwendalina a une idée et elle va tout faire pour lui teindre les cheveux. Malheureusement, le plan de la maman va échouer et la petite fille aux yeux bleus
va se retrouver avec les cheveux de la même couleur que ses yeux, c'est-à-dire bleu. Tout ça va lui valoir un surnom de la part des parents, qui désormais l'appellent Azzurrina, la petite bleue. Le plan ayant échoué, le seigneur Ugolinuccio décide de mettre 2 gardes 24 heures sur 24 pour faire surveiller la petite bleue. Nous sommes le 21 juin 1375. Azzurrina est en train de jouer dans les escaliers du château. Elle est sous la surveillance de ses 2 gardes du corps. Soudain, au loin, un cri retentit. Et ça attire le regard et l'attention des 2 hommes. Alors, ça ne dure pas longtemps, peut-être 2-3 secondes max, mais au moment de reposer leurs yeux sur la petite, eh bien elle a disparu. La petite bleue n'est plus là. Alors les gardes se mettent à la chercher dans tout le château, du donjon aux catacombes, paraît-il, mais rien. Gwendalina se serait envolée. Personne ne l'a vue sortir. Personne ne l'a vue tout court d'ailleurs. Le pire là-dedans, c'est que ses parents ne trouveront jamais une seule trace de la petite. Personne ne sait ce qu'il s'est passé ce jour-là. Alors désormais, depuis cette date fatidique, tous les 5 ans, le 21 juin, il semblerait qu'on entende rire, puis pleurer, une petite fille dans le château. Alors, vous l'imaginez, plusieurs enquêtes paranormales ont eu lieu. Elles ont été effectuées pour, je cite, « essayer de comprendre ce qu'il se passe au château ». Un château qui a rouvert au public en 1990. Certains disent qu'ils auraient des enregistrements audio des pleurs et des rires en question de la petite bleue. On dit même qu'un film d'horreur aurait été tourné dans le château. Tournage qui aurait été perturbé par l'esprit de Gwendalina et donc n'aurait pu aller jusqu'au bout. Bon, eh bien quoi qu'il en soit, on peut dire que cette légende du Moyen-Âge a été remise au goût du jour, surtout depuis l'ouverture du lieu au public. Alors on est en droit de se demander si tout ça ne serait pas qu'un coup marketing. En tout cas, ça vaut peut-être la peine d'aller y jeter un coup d'œil si vous n'avez pas peur de croiser le fantôme de la petite bleue. Voilà les amis pour cette petite histoire autour du château de Montebello et de la petite Azzurrina. Est-ce que vous connaissiez cette légende et surtout, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que ce château est vraiment hanté ? Vous nous le dites en commentaire et si vous connaissez d'autres lieux hantés en Europe ou de par le monde, faites-le nous savoir, on est curieux de découvrir de nouveaux récits. Si l'épisode vous a plu, likez, partagez, vous partagez ça autour de vous, ça nous aidera beaucoup et quant à moi, je vous dis à très vite avec une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact @lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.